Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, vers l'élaboration de la future loi fondamentale, des experts constitutionnalistes et conseillers nationaux sont réunis autour de la question. Ils travaillent sur le processus d'élaboration des lois organiques. Nous irons dans les zones frontalières de la savane guinéenne pour parler de la lutte contre la circulation illicite des armes légères. Les acteurs jouent à la carte de la sensibilisation pour toucher plus de cibles, l'objectif étant d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Aussi dans ce journal, il sera question de la deuxième édition du championnat sous-régional de bodybuilding. Le champion est connu, il s'agit de Benjamin Rabat qui a émerveillé tout le public à travers son talent. Détail à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, la présentation des vœux de nouvel an au président de la République. Les membres du gouvernement se sont prêtés à l'exercice auprès du chef de l'État. La cérémonie a servi de point de départ pour le travail qui attend le gouvernement en 2025. Compte rendu, Fatmata Kourouma. Ce jeudi 9 janvier 2025, le gouvernement guinéen a eu l'honneur de se réunir pour la présentation symbolique des vœux de nouvel an au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Vêtus de tenues traditionnelles aux couleurs de la Moyenne Guinée, les membres du gouvernement ont saisi cette occasion qui s'inscrit dans une tradition républicaine forte pour exprimer leurs vœux de prospérité, de succès et de sérénité pour l'année 2025. Ils ont également réaffirmé leur engagement à servir la Guinée et son peuple, tout en s'inspirant des valeurs républicaines, panafricaines et patriotiques qui guident les actions du chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce début d'année 2025, permettez-moi de vous adresser à vous personnellement, ainsi qu'à toute votre famille, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, les sincères vœux de bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle, sous votre bienveillante clairvoyance, soit pour tout le peuple de Guinée que vous choisissez une année de succès, de bien-être, d'entente fraternelle et cordiale, une année de plein épanouissement pour tous et toutes. Puisse Dieu le Tout-Puissant vous protéger et vous accompagner pour le succès de votre œuvre historique en faveur du peuple de Guinée. Les efforts engagés ont fait de 2024 une année au cours de laquelle l'activité économique a été dynamique et prometteuse, avec un environnement politique stable et une activité sociale parfois joyeuse, mais quelquefois triste, comme le drame de Zérekoré et les nombreux accidents de la route, les drames liés aux incendies, entre autres. Grâce à votre bienveillante vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, la paix et la stabilité se sont consolidées et notre pays poursuit la mise en place des bases de son développement. Et nous pouvons être fiers pour l'ensemble des actions conduites en 2024. C'est dans ce contexte, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous m'avez chargé depuis le 27 février 2024 de diriger le gouvernement en tant que Premier ministre chef du gouvernement. C'est un grand honneur pour moi, mais aussi une immense responsabilité. Je voudrais vous réitérer mon engagement à servir et à tout mettre en œuvre avec enthousiasme et énergie positive pour assurer le bien-être des citoyens de notre pays pour les années à venir et garantir son rayonnement et sa confiance au plan national et international. Tout en souhaitant qu'en 2025, la République de Guinée soit notre paradis, résolument juste entre toutes ses filles et fils, un pays solidaire avec l'Afrique comme par le passé, un pays qui porte son regard sur le monde, car nous sommes la Guinée des indépendances, la Guinée pionnière pour la défense de la liberté. Nous restons confiants qu'aucune fatalité ne pourrait nous condamner à l'échec. Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous présente ainsi qu'à toute votre famille mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une bonne santé, de la joie et beaucoup de bonheur pour toutes les entreprises que vous porterez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.
Le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en retour, a salué l'engagement inflexible de son équipe. Ses paroles ont résonné comme un appel à l'action, encourageant les ministres à maintenir le cap sur les objectifs de développement tout en restant à l'écoute des attentes et des aspirations du peuple guinéen. Ce moment a aussi été l'occasion de rappeler l'importance de la solidarité et de la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, essentielle pour relever les défis qui se présentent. Cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État a surtout servi de point de départ pour fixer les priorités des mois à venir et se projeter vers l'avenir avec optimisme. Je vous lançais dans les titres tenus ce jeudi d'une réunion de travail sur le processus d'élaboration des lois organiques dans la future loi fondamentale. La rencontre a regroupé des experts et conseillers nationaux dans le but d'apporter un plus dans ce processus. C'est une initiative du CNT dans son élan de doter le pays d'une constitution qui répond aux aspirations des populations guinéennes. Robert Siditon. Ils sont experts constitutionnalistes, anciens députés et représentants d'institutions à prendre part à cette rencontre. Il s'agissait pour eux d'échanger sur le processus d'élaboration des lois organiques dans la future loi fondamentale de la République de Guinée. Nous espérons que les travaux vont nous aider à mieux cerner, à mieux circonscrire, n'est-ce pas, le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution, pour le bonifier, l'améliorer et s'assurer que les citoyens ont une bonne compréhension des intentions du constituant. Dans cette démarche participative, l'organe législatif de la transition bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers. Au premier rang, AIFES Fondation internationale pour les systèmes électoraux qui entend mettre son expertise à contribution en vue de doter le pays de lois organiques efficientes dans l'intérêt supérieur de la nation. Cette présente rencontre aussi s'inscrit en droite ligne dans l'accompagnement continu de l'élaboration des lois organiques qui seront issues de la prochaine constitution. Cette rencontre a permis au président du CNT, Dr Dansa Kourouma, d'exhorter ses pairs invités à l'efficacité, la transparence, l'inclusion. C'est là pour doter la nation guinéenne d'une constitution qui répond aux aspirations des populations. Dans le volet santé, une mission d'évaluation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a sillonné les différentes structures sanitaires de la commune de Sonfonia. Elle est allée constater de plus près les besoins des populations de cette nouvelle commune. Et déjà, des infrastructures sanitaires sont en construction pour assurer les soins de proximité aux habitants de Sonfonia. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Le centre de santé de Sonfonia, une structure de proximité, est devenu la convoitise de plusieurs femmes de cette nouvelle commune. Vu le taux de fréquentation de population, un besoin se fait ressentir. Dans cette optique, une mission du ministère de la Santé est sur le site pour évaluer les besoins. Après la visite des lieux, un bloc opératoire et une morgue seront bientôt installés pour soulager les habitants. Nous souhaitons vraiment qu'on nous aide à marcher notre bloc opératoire, comme ça nous évite vraiment les références qui est jusqu'à Ratoma ici. La distance elle est énorme et vraiment ça nous fait souffrir. Et nous et vraiment les patients qui viennent ici. Dans cette même commune de 200 000 habitants, plusieurs structures sanitaires sont en construction. À Kobaya Village, pas d'arrêt pour la finition du centre de santé urbain. Les ouvriers s'activent de 2 mois pour achever les travaux. À Kobaya Plateau, le centre de santé amélioré prend déjà forme. Eux-mêmes, ils ont fait le constat du besoin qui est là dans la commune de Sonfonia. À date, on ne peut dire qu'on n'a qu'un seul centre de santé qui fonctionne pour plus de 200 000 habitants. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est compliqué. Nous avons 3 autres centres de santé qui sont en cours de construction, qui sont presque à 90%, la plupart d'entre eux. Et donc, nous pensons que bientôt ceux-là aussi seront mis en marche. Au mois d'octobre, le ministre avait fait la visite sur les sites. Et les sites étaient à 70%, mais aujourd'hui les sites sont à 90-95%. Cette mission d'évaluation au ministère de la Santé s'est aussi rendue au centre de santé urbain de Yataya. Cette structure connaît un retard dans son exécution. À l'arrêt depuis 2023, conclusions prometteuses ont été annoncées pour la finition des travaux.
Allons à la Biche, où le gouvernement guinéen a mis à la disposition des services déconcentrés un outil pour la gestion efficace et efficiente des fonds. L'outil s'appelle Soneya. Tous les acteurs impliqués ont récemment bénéficié d'un renforcement de capacité sur cet outil. Tout cela est coordonné par le ministère du Budget. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. Soneya est un outil qui permettra désormais aux services déconcentrés de l'État à l'intérieur du pays de faciliter le processus de modernisation de la gestion des finances publiques. Elle contribuera également à garantir l'efficacité des dépenses publiques destinées aux populations. Le tout dans un contexte de mise en œuvre du programme Simandou 2040 et de migration vers le budget programme. À l'intérieur du pays, l'état des lieux est que la gestion du budget est effectuée sur la base d'une délégation de crédit. Cette délégation de crédit se fait manuellement sur papier avec beaucoup de contraintes. Donc nous avons pensé au niveau du ministère du Budget d'étendre cette chaîne en faveur des services déconcentrés. Désormais, les directeurs préfectoraux du budget, contrôleurs financiers, les trésoriers et les chefs services financiers régions de l'Abbé et Mamou sont aptes à travers Soneya à mieux gérer les fonds. J'ai trouvé des cadres rompus, compétents, qui sont au niveau de vos préfectures. J'exhorte les bénéficiaires à s'impliquer, à s'approprier davantage pour que cet outil soit utilisé à bon escient pour le bon fonctionnement des structures. Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Votre présence ici témoigne de votre volonté d'améliorer vos compétences et de contribuer à une gestion budgétaire plus efficace au sein de vos organisations respectives. Les participants, au nombre de 26, sont satisfaits au terme des 3 jours de formation sur l'outil Soneya. Chacun d'entre nous mettra en pratique les compétences acquises lors de cet atelier. Ensemble, nous pouvons contribuer à une gestion plus efficace et transparente des finances publiques au bénéfice de notre communauté. Soneya, inspiré par l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, est une concrétisation de la vision de refondation de l'État et du président de la République. L'atelier sur l'outil Soneya a été couronné par remise d'équipements informatiques au service déconcentré du ministère du Budget. On enchaîne avec ce communiqué de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts, DGI, informe les contribuables que conformément aux dispositions de l'article 224 du Code général des impôts, CGI, l'échéance de la déclaration et du paiement de l'impôt minimum forfaitaire IMF au titre de l'exercice 2025 est fixée au plus tard le 15 janvier 2025. À ce titre, la DGI précise que les dispositions à la matière restent inchangées. Le taux de l'IMF est de 2% du chiffre d'affaires et son montant ne peut en aucun cas être ni inférieur à 20 millions de francs guinéens pour les moyennes entreprises, 300 millions de francs guinéens pour les grandes entreprises, ni supérieur à 300 millions de francs guinéens pour les moyennes entreprises, 2 milliards de francs guinéens pour les grandes entreprises. Pour les professions libérales organisées en ordre ou en chambre, le montant de l'IMF est fixé à 10 millions de francs guinéens. Par conséquent, les contribuables sont invités à remplir leurs obligations fiscales sur la plateforme e-tax/SAFIC2 dans le délai requis. Par ailleurs, tout retard dans l'accomplissement des obligations fiscales sera majoré de 10% et des intérêts de retard. La Direction générale des impôts sait compter sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Conakry, le 10 janvier 2025, la directrice générale par intérim, Fatmata Foula Diallo. On poursuit avec le recensement administratif à vocation d'état civil. Le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix multiplie des actions de sensibilisation pour amener les populations à se faire recenser. Des équipes ont été déployées dans 4 communes de la capitale pour faciliter le processus. Le point avec Moussa Kouyaté. Les communes de Kagbele, Somfonia, Lambagne et Ratouma ont été choisies par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix.
Partout dans ces zones, l'invite est fait citoyen de faciliter la tâche aux agents recenseurs. Sensibilisation, la mobilisation de nos concitoyens, de prendre leurs actes de naissance, n'est-ce pas, pour pouvoir être recensés et une fois que l'équipe de RAVEC va être sur le terrain. C'est très important que nos citoyens viennent se faire recenser pour pouvoir obtenir des pièces d'identité numérisées et biométriques. Ça, c'est différent d'un recensement politique. On ne peut pas vous dire aujourd'hui exactement quel est le nombre d'habitants en Guinée. Chacun est en train de donner un chiffre qu'il veut. Mais à partir de ce recensement, l'État peut donner un chiffre par rapport à la population. Dans la commune de Ratoma, ce sont des marchés qui ont été surtout ciblés par les agents du réseau en compagnie des responsables quartiers, comme ici au marché Kipé. Nous avons ciblé les marchés parce que nous dit que la plupart des femmes passent tout leur temps au marché. Si elles sont sensibilisées à leur tour, elles pourront véhiculer le message dans leurs différentes familles et amener toute la famille à se faire recenser. Avant de ces équipes sur le terrain, des réticences ont été enregistrées dans plusieurs pays. Il y avait des réticences, certaines personnes qui cadraient ça, qui défalquaient ça automatiquement à des politiques. Soi-disant, on est en train de faire ça. Pourquoi? Pour permettre au président d'avoir une popularité. C'est le contraire. Parce qu'un enfant qui vient aujourd'hui, on nous a dit de le recenser. Et de lui donner un nom et de se faire recenser. Ça voudrait dire quoi? Et le nombre de la population que nous voudrons connaître. On invite vraiment les femmes à sensibiliser les enfants et les hommes à venir prendre les pièces d'identité. Aujourd'hui, l'État a rendu les extraits de naissance gratuites. Pourquoi pas profiter et prendre ces pièces? Pour faire le recensement, il faut forcément avoir une pièce d'identité. Les responsables des quartiers concernés se sont engagés à multiplier ces initiatives auprès des populations pour rendre l'opération facile. La direction Timbitouni d'Ampita, où les ressortissants investissent dans le développement communautaire, ils viennent de construire un poste de santé entièrement équipé, un modèle d'engagement dans le développement que saluent les responsables locaux. Mamadou Paté-Baldé. À 27 km de Pita Centre, le district de Béréaré, dans la commune rurale de Timbitouni. Depuis ce dimanche, l'habitant de cette localité dispose d'un poste de santé entièrement équipé. Financé sur fonds propres par les fils du terroir, cet édifice flambant neuf vient répondre aux besoins des populations en matière de soins de santé. Ce poste de santé représente un espace qui va contribuer à garantir l'accès aux soins de base pour les populations de Diabéréaré et des localités environnantes. Il permettra de réduire les distances et les difficultés que nos concitoyens rencontrent pour accéder aux services de santé. Depuis notre enfance, on rêvait d'avoir un tel bijou chez nous pour permettre, non seulement nous ne sommes pas là, mais à nos familles et à nos parents qui y vivent, de plus souffrir comme on l'a souffert dans notre passé. La direction préfectorale santé de Pita a promis au nom de son département de mettre à disposition des médicaments et un personnel soignant qualifié en vue d'améliorer le taux de fréquentation dans cette structure sanitaire. Nous ferons des efforts dans ce sens pour vraiment soit contractualiser avec l'appui de la communauté un chef de poste qui est vraiment trouvé. Il y a des jeunes très dynamiques qui sont entre faire les stages dans les différents centres de santé et l'hôpital. Nous verrons en fonction de leur motivation et de disponibiliser vraiment un agent qui permet d'assurer les prestations à Diabéréaré. Parce qu'ils ont mis le paquet, tout est équipé. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc je vais les exhorter à clôturer d'abord pour limiter la pénétration des animaux, des bêtes errantes, et encore planter pour limiter les impacts de réchauffement climatique. En tout cas, le rêve tant attendu des populations est devenu aujourd'hui une réalité grâce à la volonté manifeste du président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a pour souci constant l'amélioration des conditions sanitaires des populations de l'arrière-pays.
Et pendant ce temps, dans les zones frontalières de la savane guinéenne, les acteurs impliqués jouent la carte de la sensibilisation pour intensifier la lutte contre la circulation illicite des armes légères. En renouvelant leur engagement, les parties prenantes ont adopté un nouveau plan d'action pour assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Sur le terrain, la campagne menée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Diamokaba. Le mur du projet d'appui à la prévention des conflits et le renforcement de la résilience économique des communautés frontalières Guinée-Mali évolue à pas de géant. À Mandiana, les acteurs de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères intensifient leurs efforts pour atteindre de nouveaux objectifs. L'accent est mis sur les campagnes de sensibilisation pour faciliter des opérations de restitution volontaire d'armes. On a vu dans l'atelier ce qui passait la nuit des temps dans les autres pays, tels que la Sierra Leone, le Libéria. On a vu tout ça là. Et qu'est-ce qui cause ça? Donc on nous a énuméré un à un. Et je crois bien que tous ceux qui ont participé sont vraiment contents. Ça ne peut être qu'un offre de soulagement pour nous. Nous allons prendre compte et vraiment pour que nous puissions à notre tour sensibiliser les gens par rapport à l'utilisation, à la garderie des armes vraiment qui ne sont pas dans les normes. Même activité à Sigirim pour réduire les violences communautaires. Le plan d'action est revisité pour assurer la sécurité et la stabilité en République de Guinée. C'est un projet qui repose tout d'abord sur la prévention des conflits, mais aussi et surtout sur l'épineuse problématique des armes, des munitions et autres matériels connexes, dont la détention illégale et la circulation inappropriée provoquant ici et là des conflits de guerre aux conséquences dévastatrices. Nous, c'est la Commission nationale de lutte contre les armes légères, le ministère de la Défense nationale. Mais n'oubliez pas que le ministère de la promotion féminine de l'enfance est aussi sur le terrain dans le cadre du même projet. Et le ministère de la promotion féminine a ses cibles à lui. Et le ministère de l'administration du territoire aussi est sur le terrain pour le même problème. Le PNUD est là, l'UNFP est là. C'est pour dire que quand vous prenez la somme de toutes ces structures qui évoluent sur le terrain dans le cadre de ce projet, c'est que ça prend en compte toutes les composantes de la vie de ce. Au cœur des mobilisations et renforcement de capacité des acteurs de la chaîne pénale, il joue un rôle essentiel pour appuyer le ministère de la Défense nationale dans le registre de la régulation de la circulation anarchique des armes légères, munitions et petits calibres. Et puis sa prétendue disparition a suscité beaucoup d'inquiétudes à la baie un peu partout dans le pays. Un docteur Ibrahima Bari, propriétaire de la pharmacie Tenkiso, a quitté en toute conscience la baie sans informer sa famille pour se rendre à Conakry. L'intéressé affirme ne pas être kidnappé, contrairement aux allégations qui ont circulé sur la toile. Au micro de notre reporter, il revient sur les circonstances de son absence. Suivez. Moi, c'est docteur Bari Ibrahima, je suis pharmacien, titulaire de la pharmacie Nkiso à l'Abbé. J'affirme que j'ai quitté l'Abbé en pleine conscience. Après avoir fini de travailler, je suis sorti pour déposer un colis qui devrait aller à Pita. J'ai profité pour venir à Conakry, répondre à un rendez-vous à Kapa pour aller en France au mois de mars prochain. L'intuition que j'avais, c'était de venir régler ça et rentrer sans informer personne. J'avoue que je suis venu de mon propre gré. J'ai acheté 2 billets d'un taxi, je suis resté devant. On a roulé, on est venu jusqu'à Conakry. À 7 heures déjà, j'étais à Kapago ici. Le rendez-vous que je devrais répondre, c'était le 6. Mais vu les événements qui se sont passés en banlieue de Conakry, ça a été reporté pour le 9. Et du coup, puisque mes documents étaient au complet, j'ai décidé de venir. Quand je suis rentré ici, j'avais un document manquant dans mes dossiers, c'est-à-dire mon assurance voyage. Directement, je suis allé dans l'institution, j'ai renouvelé mon assurance et je suis venu remettre le document à sa place dans mes dossiers. Du coup, quand je suis rentré dans Kapago, il fallait éteindre le téléphone pour ne pas déranger. Quand j'ai renouvelé le document, je suis rentré dans Kapago, mes documents étaient complets. Dans les environs de 13 heures, j'attendais mon tour
Il y a un ami, docteur Thiem, pharmacien, qui est rentré dans la salle. Dès qu'on s'est salué, il m'a dit « Ah, docteur Barry, j'ai vu une publication ici qui te concerne ». Dès qu'il m'a montré, j'ai été frustré. Directement, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler les gens pour les rassurer. Je reconnais que je n'ai pas été kidnappé. Je reconnais que j'ai commis aussi une grave erreur qui consiste à, sans donner au revoir à certaines personnes proches au moins, ça m'a servi pour l'avenir. L'actualité nationale, c'est aussi deux présumés bandits de grand chemin qui viennent d'être appréhendés par la direction centrale de la police judiciaire, accusés d'attaques à main armée, de vol et de détention illégale d'armes. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la vigilance des agents de la CMIS numéro 4 d'Anta. Plus de détails avec colonel Morikaba. Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des citoyens et de leurs biens, la police nationale intensifie la lutte contre le banditisme. C'est dans cette optique que deux présumés malfrats ont été interpellés en possession d'armes à feu et téléphones portables, selon les enquêteurs. Le 30 décembre 2024, la CMS numéro 4 de Anta a conduit et a mis à notre disposition le nom Moussa Keita, alias Gongoli. Interrogé, il reconnaît avoir été interpellé en possession d'un pistolet automatique qu'il utilise lors des opérations de vol à main armée avec son groupe, composé parfois de 6 éléments. Il reconnaît avoir participé à 3 opérations. Pour suivre les investigations et sur dénonciation, nos services ont réussi à repérer le nommé Aboubakar Kamara, alias Sergent, à Lansara, qui a été trouvé porteur d'un pistolet automatique de type PT-30. Au cours de son interpellation, il a voulu faire usage de son arme contre nos agents. Heureusement, il a été vite maîtrisé. Interrogés, les accusés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Je prends mon arme, je viens. J'ai été en possession d'une arme. J'ai fait des opérations à main armée à Damdi. On a retiré la moto à quelqu'un. Avec Moussa, on a fait une opération avec 2 armes. Ces armes-là, une m'appartient, Moussa, une arme aussi. Il faut que les citoyens nous accompagnent et que nous demandons, c'est de collaborer. Parce que ces gens, ils vivent dans des concessions, dans des quartiers, ils vivent partout avec nous. Il faut qu'on ait le courage de les dénoncer pour que nous puissions les interpeller. D'après les enquêteurs de la police judiciaire, ces individus récidivistes ayant déjà eu affaire à la justice. Plus inquiétant, ils avaient été libérés de la maison centrale il y a seulement 6 mois. Ce mardi aussi, ils ont été présentés au tribunal de première instance de Mafango. Qualification du système éducatif guinéen, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur viennent de lancer le projet de mise en place d'un espace numérique du travail. Pour cette phase pilote, 5 universités et directions, dont l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, sont concernées. À l'ISAMC de Dubrika, des modules de formation ont été développés en faveur de 50 enseignants-chercheurs, professeurs et administrateurs. Samartin Francina Douno, Sounono Sidibé. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika fait partie des 5 institutions d'enseignement supérieur du pays à bénéficier de ce projet de mise en place d'un espace numérique de travail, ENT, de Direction générale de l'innovation. Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de doter cet institut d'un espace numérique de travail pour favoriser l'apprentissage, la créativité et l'innovation. L'enjeu, il se mesure sur plusieurs niveaux. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de dématérialiser les enseignements. Dans un second temps, il s'agit de créer un espace à travers lequel l'enseignant pourra être en interaction où qu'il soit, aussi bien en présence ou à distance, avec les étudiants. Donc cela peut lui donner la possibilité, par exemple, de donner son cours à distance s'il participe à un colloque, et de faire en sorte que les étudiants ne perdent pas parce que l'enseignant n'est pas présent. En faisant ces formations, nous avons plusieurs objectifs à atteindre. Permettre d'abord, aux anciens chercheurs de s'approprier de l'outil numérique, aussi préparer leurs cours, les monter
et pourquoi pas les enseigner en classe et hors classe, ça signifie à distance. Aussi, nous préparons nos enseignants-chercheurs à pouvoir adapter les cours à la formation globale universitaire. Nous voulons terminer avec les papiers pour qu'un étudiant qui est absent du cours soit en mesure de pouvoir télécharger le cours et pourquoi pas le visualiser. 50 enseignants, chercheurs, professeurs et administrateurs suivent ces modes de formation. Les étapes de création, de gestion et le développement d'une telle plateforme numérique sont enseignées pour faire de ce projet un véritable environnement digital où les cours, les ressources et les projets peuvent être partagés et accessibles à tous les acteurs de l'ISAM que de Dubreka. On peut aider au cours en ligne pour un étudiant qui est malade, qui a une très bonne raison de ne pas venir en classe. Le professeur peut faire son cours et puis il le poste sur l'environnement de travail. L'élève se connecte à cet environnement de travail, il accède à son cours, il le suit très bien et il n'est pas en retard. Cette initiative est bonne parce que ça nous permet de numériser tout ce que nous allons faire, les cours, les notes et toutes nos informations. En investissant dans les infrastructures numériques, l'Institut supérieur des arts Mouri Kanté de Dubreka se positionne comme un acteur dans la formation d'artistes et de professionnels des arts compétents, capables de contribuer à la culture et au développement socio-économique du pays. Sur un tout autre plan, l'inspection générale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a récemment tenu une réunion au gouvernorat de Zérékoré. C'était l'occasion de dresser le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée et projeter de futurs plans dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre en région forestière. Voici la correspondance de Mohamed Saloupaye, Lansé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Au cœur de cette réunion, la présentation du rapport exhaustif faisant état des types de violences subies par les victimes tout au long de l'année 2024. Des cas concrets ont été analysés pendant ce conclave pour évaluer des réponses à apporter, les mécanismes de gestion des situations de violence basées sur le genre, ainsi que l'impact des interventions menées. Ce qui est important, c'est de permettre aux survivantes de ces violences réellement de bénéficier des services holistiques, mais aussi permettre à la communauté de comprendre qu'un cas de violence impunie ouvre la voie à des milliers de cas de victimes. Donc, protéger une femme ou une fille victime de violence, c'est permettre vraiment à cette victime de vivre dignement et d'être rétablie dans ses droits. Cette évaluation annuelle vise à mieux préparer les plans d'action de l'année 2025 avec des solutions concrètes et adaptées. Les départements et autorités concernées s'engagent à mettre en œuvre des stratégies renforcées pour lutter efficacement contre les VBG tout en assurant au mieux un suivi rigoureux des cas. Les différentes statistiques que nous venons de voir, ça nous a permis de comprendre que tous les acteurs font quelque chose pour éradiquer ce fléau-là. La présentation du bilan de 2024 et l'analyse des données recueillies ouvrent ainsi la voie à une année 2025 active et plus déterminée dans cette lutte pour la justice et l'égalité. Après donc les transferts monétaires d'urgence, le programme NAFA de l'ANIES entame sa deuxième phase dont les opérations sont lancées à Forêt-Caria. Ce sont désormais les transferts monétaires réguliers en faveur de plus de 130 ménages extrêmement pauvres dans les 9 préfectures pilotes du programme. Ces transferts seront couplés de mesures d'accompagnement en capital humain et en renforcement de capacités productives. Abdul Karim Kamara. Dans la commune urbaine de Forêt-Caria, l'ANIES compte 274 ménages sévèrement pauvres dans sa base de données. Ici, en lieu et place des transferts monétaires d'urgence, c'est parti pour les transferts monétaires réguliers du programme NAFA. Résidente du quartier Fatako 1, Kadia Touba est la première bénéficiaire de ces transferts issus d'un prêt de 80 millions de dollars du gouvernement guinéen auprès de la Banque mondiale. Je suis très contente. J'ai essayé de faire le petit commerce avec. Parce que si je m'assois avec à manger, c'est pas bon. Ça peut faire un départ. J'ai un petit conteneur, j'ai l'alimenter. Il y a la tontine dans le quartier. On peut avoir ça d'un seul trait. Mais il faut se patienter petit à petit pour rectifier.
Cette deuxième phase du NAFA prendra en compte tous les éléments des filets socioproductifs de base. Elle s'étendra sur 18 mois et chaque ménage va bénéficier de 500 000 francs guinéens tous les 2 mois. Ce transfert monétaire régulier pour la préfecture de Forcaria sont au nombre de 12 357. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore constaté des cas d'absence. Pour l'instant, tous les 3 districts concernés du centre identifiés sont présents dans la salle. Une étape cruciale donc dans le partage de la prospérité en Guinée grâce à la volonté politique des autorités du CNRD. Et chaque paiement obéit à une prise de empreinte du principal bénéficiaire des ménages. Nous avons prévu des dérogations, c'est-à-dire faire les paiements sans empreinte. Pas de risque de substitut parce que nous sommes avec les agents de Agnès, qui connaissent bien les ménages, qui les identifient et nous pourrons le confirmer à travers les numéros de téléphone aussi. Je dirais aux bénéficiaires d'utiliser ce fonds à bon escient. C'est Agnès, je dirais au cadre d'accompagner le président de la République qui a tout fait pour que nous puissions sortir de l'ornière. La patrie avant tout. Les transferts monétaires réguliers seront couplés aux mesures d'accompagnement en capital humain et en renforcement des capacités productives en faveur de plus de 130 000 ménages extrêmement pauvres dans les 9 préfectures pilotes du programme NAFA. Et puis la mosquée centrale de Bofa restaurée, un geste de Chalco Guinea Company, une société minière évoluant dans la localité. Le coût de rénovation de cette maison de Dieu est estimé à plus d'1 milliard de francs guinéens. Reportage à Ousmane Bangwa. La grande mosquée de Bolondé, dans la préfecture de Bofa, change de visage. La restauration de cette maison de Dieu est rendue possible grâce à la société minière Chalco Guinée. Le coût de rénovation et d'équipement est derrière 200 millions de francs guinéens. La physionomie actuelle de ce lieu de culte rassure de nombreux fidèles musulmans. Ici, le ministre directeur de cabinet à primature, Mohamed Lamine Sissavané, l'émissaire du Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné de quelques membres du secrétariat général des affaires religieuses, ainsi qu'au président du Al-Poular, procède à la réouverture de la mosquée centrale de Bofa après 5 mois de travaux. Les populations de Bofa, hommes et femmes, jeunes et vieux, par ma modeste voix, promettent solennellement de ne ménager aucun effort pour protéger et maintenir le plus longtemps possible cet acquis flamboyant. Que dire au général d'armée Mamadi Doumbouya et à son gouvernement? Comment et par quels mots s'adresser à la compagnie Chalco Guinée pour mériter ce magnifique don? Nous voudrions exprimer notre joie et toutes nos reconnaissances, puisque nous ne trouvons pas de terme plus fort que merci. Alors, vous et moi, tous ensemble, proclamons Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Ils étaient venus nombreux, les fidèles musulmans de Bofa, pour prendre part à la réouverture de cette maison de Dieu, entièrement rénovée et équipée par Chalco Guinea Company. Nous sommes la même famille avec la population de Bofa. L'instauration de mosquée est une famille. Chalco va continuer à contribuer pour le développement local, va engager sa responsabilité locale, va contribuer plus pour Bofa. Tous nos meilleurs vœux pour Bofa, prospérité, santé et encore plus de bonheur pour Bofa. Pour le ministre directeur de cabinet à la primature, la responsabilité sociétale est une preuve tangible de l'engagement du gouvernement Baoui, sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à améliorer les services sociaux de base. Cette population de Bofa est très contente. Elle l'a démontré par la qualité de l'organisation, par l'accueil que ma délégation et moi-même nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Mais des sages conseils ont été à la fois donnés par les autorités locales, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, mais aussi par Elhadj Conté qui a dirigé la prière de vendredi. C'est pour renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble
entre les populations de Bofa, mais aussi celles de la Guinée entière. Mais particulièrement la vie avec la société Chalco, qui a à la fois rénové la zone de Dieu pour les fidèles musulmans, mais aussi les bureaux pour le prophète de Bofa. Que la société soit vivement remerciée. Nous saluons alors les meilleurs efforts consentis par le président de la République, le chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement pour faire de Bofa vraiment une cité où le bon vivre se fera ressentir par tous les citoyens. Les travaux de rénovation de cette mosquée de Bofa ont commencé le 8 juin. Ils ont été achevés le 30 décembre 2024. Ce projet symbolise l'amitié entre les peuples chinois et guinéens. Un mot de sport dans ce journal. Benjamin Rabat est le nouveau champion de bodybuilding en Guinée. Il a été sacré lors de la seconde édition du championnat sous-régional de bodybuilding organisé par la Fédération guinéenne de bodybuilding. Le ministre de la Jeunesse présent à la cérémonie a demandé aux acteurs de promouvoir cette discipline afin d'occuper la jeunesse. Explication, Moussa Komara. Des torses bombés, les biceps courbés, les abdominaux saillants. Quelques gouttes de sueur perdent sous leur corps d'Apollon. Ils serrent les dents pour maintenir leur position malgré la souffrance, afin d'impressionner les membres du jury. À ce rendez-vous sur-régional, organisé par la Fédération guinéenne de Natural Bodybuilding, 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Nigeria et la Guinée. Cette nouvelle édition du championnat de bodybuilding de la Fédération guinéenne de Natural Bodybuilding est une nouvelle occasion de nous retrouver autour des valeurs fédératrices du sport que nous souhaitons promouvoir auprès de nos jeunes. Cet événement est toujours un moment très attendu de tous, car il occupe sainement durant quelques jours à la fois les jeunes et toutes les communautés autour d'eux. Dans ce championnat musculaire, 4 catégories s'affrontent. Dans chaque catégorie, 3 gagnants. Sous le regard des passionnés de l'endurance et de l'esthétique musculaire, le Nigérian Frank Cissé se distingue dans la catégorie poids léger. Siki Berete, lui, est champion de la catégorie main physique. Dans la catégorie classique, Moussa Kourouma rafle le trophée. En finale des champions, Benjamin Abba, habitué de la compétition, est sacré vainqueur du tournoi après avoir triomphé dans la catégorie poids lourd. J'étais soucié comment être champion de Guinée. Donc aujourd'hui, je l'ai fait, c'est le travail. Et ça va m'encourager de travailler de plus encore pour représenter encore à l'international. Comme la première édition, le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports a été conséquent. L'occasion pour le chef du département d'encourager les initiateurs afin de promouvoir ce sport en Guinée. Si vous n'organisez pas les championnats, nous ne pouvons pas laisser la délégation de pouvoir. Si vous ne faites pas adhérer aux jeunes à votre, nous ne pouvons pas vous laisser la délégation de pouvoir. Cette délégation de pouvoir nous donnons, c'est pour cela. C'est pour que vous puissiez développer et faire adhérer les jeunes, organiser les compétitions. C'est pour cela que je félicite les champions de 24 et aussi votre fédération pour avoir organisé ce championnat national. Et vous encourage à faire autant pour 2025, les régions et finalement au niveau national. Benjamin Abba, vainqueur de cette compétition, va représenter la Guinée aux prochaines compétitions mondiales de bodybuilding. Et pour terminer, Africa, l'actualité est marquée par cette belle manifestation sportive qui a tenu en haleine les habitants de la ville. Il s'agit du tournoi organisé en l'honneur du directeur général de l'usine. Mais vous allez le voir, il ne s'agit pas que de simples matchs de foot. C'est aussi et surtout un message d'unité qui est envoyé et un engagement collectif à faire en sorte que Fria redevienne prospère. Tierno Ousmane Diallo. Depuis la relance des activités de l'usine d'alumine de Fria, l'ensemble des couches sociales s'activent pour préserver le climat de paix et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de la préfecture. Autour du cuiron, cet esprit d'entente se cultive dans une pétition dotée du trophée Alexei Sakachev, directeur général du Sal Frigia, avec 8 équipes
issus de l'usine et de la ville de Fria. Je souhaite que cette coupe devienne quelque chose de chaque année, qu'une équipe pourrait le passer à une autre chaque année. J'aime bien que ça devienne une belle tradition entre l'usine et la ville, qui va nous permettre de tisser une très bonne relation entre les deux. Parmi les équipes, 4 sont issues des différents départements d'usine. Les 4 autres viennent de l'administration préfectorale, des forces de défense et de sécurité de Fria, de l'association des entraîneurs de Fria et des enseignants de la préfecture. À l'issue des phases éliminatoires, la finale a opposé l'équipe des entraîneurs de Fria à celle de l'administration de Russell Fria. C'est une grande satisfaction pour moi. Ça faisait plus de 12 années que ce tournoi n'était pas organisé à Fria. Donc je remercie d'abord les organisateurs. Ce tournoi a permis non seulement à créer la cohésion entre les jeunes de Fria, mais aussi à créer l'harmonie. C'est un tournoi corporatif. Nous prions que la sportivité domine les débats. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule équipe, c'est Fria. Donc vraiment que le fair mine et que la meilleure équipe gagne. Au bout du compte, l'équipe de l'administration de Russell Fria remporte la finale sur le score d'1-0, mais au-delà de la victoire, ce tournoi corporatif aura surtout contribué à rapprocher différents acteurs engagés dans le développement de cette ville qui reprend progressivement ses couleurs. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.